sens de l'observation extrêmement aiguë des biologistes. On sent l'aspect scientifique qui revient. Est-ce qu'on a un partenariat? Pourquoi est-ce que les infirmières elles ont le droit d'avoir 0,5% variable et sinon on peut traiter? Et là, Montre-nous une paillarde sur Gérard. je vais dire, moi je vais dire. On a fini. Je vais juste dire un petit mot sur Bien, chers collègues, messieurs les présidents, chers amis, une fois de plus, donc nous nous retrouvons pour cette ouverture, cette deuxième ouverture officielle du Congrès de la matinée. Vous avez vu que nos thématiques sont particulièrement d'actualité et extrêmement éclectiques, comme d'habitude, je dirais. Alors, après ce court avant-propos, actualité oblige, mon discours s'inscrira dans la triste continuité de ce que j'avais dit l'an dernier à Toulon. Voilà, ça me permet de faire des copier-coller, comme ça c'est plus simple. Mais je vais, une fois de plus, axer mon intervention sur ce qui nous préoccupe au SNPHPU et une grande partie de la profession de pharmacien hospitalier, et à temps plein, on va dire, ou quasiment à temps plein, c'est la défense du DES de pharmacie hospitalière, la défense du DES de cours, on va dire. L'année dernière, j'avais commencé cette allocution par un verset très acide devant les tentations de nos autorités à penser à résoudre les problèmes démographiques
d'une façon assez anarchique. Et j'avais profité de la présence en Namur des représentants de l'ordre des pharmaciens pour alerter sur les paradoxes que ce dernier déploie. En effet, notre ordre bien-aimé, tout au moins notre section H également, avait justement alerté sur la multiplication des signalements d'actes relevant de la compétence exclusive des pharmaciens, mais réalisés en PUI par des préparateurs en pharmacie. Les CESOL sans présence et encadrement pharmaceutique. Bon, je vous rappelle qu'une PUI ne peut fonctionner qu'en présence d'un pharmacien chargé de la gérance ou de ses adjoints, remplissant donc les conditions d'exercice en PUI. Alors, quand la section H refuse d'inscrire des pharmaciens ne présentant pas ces fameuses conditions d'exercice, le fameux diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, contre l'avis du Conseil central et de sa présidente, nous applaudissons. Mais quand en parallèle, il porte des propositions d'assouplissement du recrutement, notamment pour le remplacement dans les PUI ne pratiquant pas d'activité à risque, amenant à des recrutements temporaires de collègues officinaux, donc non titulaires du DES, pendant une période limitée, certes, nous nous insurgeons, et nous ne sommes pas les seuls, et nous avons réagi d'une voie commune et unique avec la FNSIP, BM, et le SIMPREF, que je remercie d'être présent ici. Et je salue donc leur présence. Donc courriers ont succédé, pétitions avec près de 3000 signatures, y compris des collègues officinaux, soutien de la CMH, du SNAM-HP, je vous remercie, de l'INPH aussi. Nous n'avons pas réussi pour l'instant à faire fléchir nos tutelles. Allez, on va dire qu'un petit coup de vent sur le roseau quand même, on espère. Mais la DGES s'est retranchée, qui nous a reçus récemment, s'est retranchée autour de ce point, derrière ce point, et en se disant que ça serait bien quand même qu'il y ait ce remplacement, cette possibilité de remplacement par des officinaux pendant quelques années, le temps de on va dire, de résoudre les problèmes démographiques auxquels nous avons droit, comme beaucoup de disciplines médicales. Je rappelle néanmoins que, et vous êtes tous persuadés de ça, que DES n'est pas un mot anodin, que dans DES il y a spécialisé. Devrions-nous avoir le seul DES qui ne spécialise en rien? Ce serait alors nier la qualité des 4 et 5 ans de formation que suivent nos internes, formation qui a été récemment en plus réformée pour être encore plus adaptée à l'exercice aux multiples facettes des pharmacies hospitalières. Ce DES acte des compétences acquises lors d'une formation donc universitaire et pratique de haut niveau, et pour laquelle nous nous sommes battus contre vents et marées pour obtenir la reconnaissance de sa nature qualifiante. Combat qui a été porté sans relâche par notre collègue Gilles Olagnier, et il continue, j'en profite ici pour le saluer, on peut d'ailleurs l'applaudir. Qu'on s'y méprenne, je ne dénigre aucunement nos collègues officinaux, j'affirme au contraire nos complémentarités dans le maillage territorial. Vous avez vu que ça fait vraiment partie des thématiques de ces journées. Maillage territorial de santé publique et la nécessité donc de notre coopération pour assurer les liens ville-hôpital. Et si nos missions sont forcément complémentaires, elles ne sont pas tout à fait, loin de là, identiques. Petite remarque en passant, c'est un acte manqué, nombreux sont les titulaires d'officines à la recherche de collaborateurs et d'adjoints. Alors proposer une telle mesure, c'est quand même, et nous l'avons écrit en effet d'une façon commune, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, et cela aggraverait encore plus les déficits de recrutement des uns et des autres. Il y a un manque de pharmaciens, en effet, dans nos pharmacies hospitalières. Je cite la section H, il faut œuvrer pour que les pharmaciens ne travaillent plus dans des conditions isolées. L'autre solution serait d'attirer les jeunes vers la pharmacie hospitalière. Il n'y a pas assez de pharmaciens formés pour remplir tous les postes. Nous souscrivons totalement à cela, forcément. L'augmentation continue dans le nombre d'internes en pharmacie a été actée et effective. Oui, il faut accélérer toutes les possibilités de coopération, c'est l'objet de ces journées, vous l'aurez compris, en rendant possible et applicable l'arsenal réglementaire
et en faisant la promotion. Oui, il faut permettre de rendre effective la possibilité de remplacement par nos internes. Oui, il faut que le double DES puisse être possible pour les pharmaciens, à l'instar de ce qui commence à se passer pour les médecins. Oui, il faut permettre de passer le concours de l'internat, même s'il en a déjà commencé sa vie active. Mais non, il ne faut pas imaginer que des passerelles vaguement formatées au gré d'unités de valeur et de stages de courte durée puissent être possibles dans n'importe quelle condition. Oui, il faut en parallèle augmenter les moyens des PUI, qui se voient attribuer chaque année des nouvelles missions, preuve de leur place et de la reconnaissance auxquelles elles ont droit dans nos systèmes sanitaires. Oui, il faut lutter contre l'exercice isolé, et c'est l'ensemble de ces mesures qui améliorera l'attractivité, mais pas une par-ci, une par-là, et discordante, qui pourra le faire. Ainsi, nous constatons un double discours sur le DES de pharmacie hospitalière, obligeant d'un côté, sous couvert des problèmes démographiques, d'ailleurs, où sont les chiffres, et quand on pose la question où il y a des trous, et quelle est la nature de ces trous, et pourquoi et quels sont les endroits dans lesquels on imagine qu'on va pouvoir faire ce type de recrutement, libéraliser ce recrutement, aucun chiffre, ou alors des choses extrêmement discordantes et totalement, on va dire non scientifiques. Pardon de me répéter, mais le SNPHPU demande de continuer d'augmenter le nombre de postes de pharmaciens dans les établissements de santé, afin notamment d'arrêter les exercices isolés, générateurs des situations que l'on connaît, des situations difficiles, de faciliter les coopérations, par l'octroi, et puis les recrutements partagés entre les structures sanitaires, médico-sociales et privées, par l'octroi, au même titre que dans les établissements publics, de primes territoriales, primes de solidarité, voire dans certains territoires en difficulté, des majorations de ces primes. Il existe un arsenal qui n'est pas forcément utilisé aujourd'hui. Nous ne recrutons plus d'assistants spécialistes, je parle pour le public, là. À la vue de la modernisation des statuts des praticiens contractuels et titulaires, on s'était longuement étendu l'année dernière et à notre Assemblée générale là-dessus, l'extinction du statut d'assistant spécialiste s'annonce. Recrutons donc nos jeunes pharmaciens en début de carrière directement sur des postes contractuels en attente de titularisation pour être praticien hospitalier. Incitons fortement le secteur privé à recruter des temps minimums de pharmaciens, à les payer correctement sans avoir recours à des mercenaires non fidélisés et à arrêter d'ouvrir des PUI en l'absence de couverture pharmaceutique. Oui à la reconnaissance de nos métiers, mais à quoi bon rajouter des missions à nos PUI quand celles régaliennes de base ne peuvent être totalement honorées par manque de moyens, notamment humains. D'un côté, on reconnaît les compétences et de l'autre, on charge la barque, en chargeant la barque, et de l'autre, on la torpille. Est-ce que ce monde est sérieux? Nos tutelles sont capables du meilleur, mais aussi du pire. À quand une politique de santé égalitaire sur l'ensemble du territoire? À quand le respect de la sécurité des patients, base de la réglementation bafouée? Le meilleur, avec la récente et courageuse décision de l'ARS Normandie de suspendre temporairement l'autorisation de chirurgie d'une clinique au motif, entre autres, de l'absence de pharmaciens durant les activités de bloc opératoire. Elle rappelle aux établissements ayant des activités de chirurgie la nécessité d'avoir une continuité des activités pharmaceutiques et notamment l'activité de stérilisation sous la responsabilité d'un pharmacien. Activité souvent peu considérée dans les établissements à but lucratif, avec parfois et souvent des temps de pharmaciens en totale inadéquation, avec les activités de bloc notamment. Nous mettons en garde nos adhérents et les pharmaciens hospitaliers quant à leur responsabilité sur ces activités de stérilisation, souvent délaissées faute de moyens. Le titulaire de l'autorisation doit mettre en place cette organisation permettant la disponibilité des dispositifs médicaux stériles. L'ARS Normandie vient de le souligner clairement, et c'est bien, et tant mieux, et merci. Mais au même moment, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté usait de son droit de dérogation, selon le décret du 6 avril 2023, pour permettre à une clinique de soins de suite de recruter un pharmacien non titulaire du DES. On croit rêver, ou plutôt cauchemarder. L'Ordre, la Fédération nationale des internes de pharmacie, nous-mêmes, et je crois aussi le Saint-Pref, ont porté un recours hiérarchique.
affaire à suivre avec attention. A priori, les premières informations que l'on a, c'est que nos tutelles sont un petit peu embêtées avec cette salve de recours. La notion de risque ou de non-risque, qu'on en a parlé hier matin, mais pour une activité n'a pas à intervenir, ce ne sont pas les activités qui sont à risque, ce sont les patients qui sont à risque, et pas les PUI. Comme l'a mentionné la DGOS, on a un lapsus révélateur lors de notre dernière réunion avec elle. C'était marrant, il y a une magnifique diapo. Les PUI à risque. Donc vous êtes à risque, je vous préviens. Est-ce que ce monde est sérieux? Il est temps que les pouvoirs publics arrêtent de prendre nos PUI pour des cabanes au fond du jardin. Il nous faut une véritable vision territoriale qui dépasse les GHT, dans lequel le projet médical partagé doit faire vivre le projet pharmaceutique avec une vraie vision de santé publique régionale, au-delà des clivages publics-privés. Nos problèmes de désaffection des métiers et des campagnes ne sont que le résultat d'une politique d'aménagement du territoire datée et inadaptée. Ce n'est pas à nous d'en faire les frais et d'en être une ou la variable d'ajustement. Continuons de parler attractivité, avec un petit focus sur les carrières hospitalo-U. Celle-ci n'attire pas. On assiste également, en effet, à une crise de confiance sans précédent des HU. Je reprends les propos de la CMH et du SNAM-HP, réunis sous la bannière d'Alliance Hôpital, avec le constat que pour les HU, les conditions de travail n'ont jamais été aussi délétères. Les hospitaliers subissent loi administrative à l'hôpital. Les HU ont droit à la double peine, hôpital et université. La considération par les tutelles n'a jamais été aussi dégradée. Le dialogue social, pompeusement intitulé « Attractivité des carrières HU », est inexistant. La crise hospitalière, devenue systématique et systémique, déstabilise les hospitaliers et retentit sur leur engagement et leur mission. À cela s'ajoute pour les HU une succession d'injustices, par exemple sur les retraites, les différences indécentes de primes entre les monos et les bi-appartenants en ce qui concerne les pharmaciens. Est-ce que ce monde est sérieux? Aurait-on à ce point perdu de vue l'objectif de départ de nos métiers, les soins et leur qualité? Un arrêté du 21 février avec en annexe un modèle de protocole local autorise les pharmaciens de PUI, je dis bien de PUI, au renouvellement et l'adaptation des prescriptions en déclinaison du nouvel article du Code de la santé publique L 5126.1. Le CSNPHPU soutient la démarche, bien entendu, en sachant qu'il ne doit pas s'agir de pallier la pénurie en médecins, mais de se situer dans la continuité de notre rôle assuré et assumé de gardien des poisons et des consensus thérapeutiques. Nous avons fermement et clairement œuvré pour que cette extension d'exercice soit assurée dans le cadre de la PUI et non pas par des pharmaciens offshore. C'est l'occasion de répéter que nos PUI, que la PUI est une et indivisible. La loi RIST, parue au journal officiel du 21 mai 2023, ouvre la primo-prescription aux infirmiers en pratique avancée, y compris en établissement de santé. Les modalités en seront fixées par un décret. Néanmoins, le SNPHPU demande à être associé avec les médecins sur la définition pratique de ces modalités. Le SNPHPU attire l'attention, comme pour les pharmaciens, sur les limites de cette évolution souhaitée par le législateur, avant tout motivée par la pénurie en médecins. En effet, prescrire un médicament n'est pas simplement rajouter une ligne à un ensemble d'autres, c'est intégrer un élément supplémentaire dans la prise en charge thérapeutique d'un patient particulièrement complexe dans nos établissements de santé. Et sans parler de dire que tout ça va nécessiter des systèmes d'information un petit peu performants. Et je rappelle que la pharmacie hospitalière n'est toujours pas dans le Ségur numérique, malgré nos demandes réitérées, alors que nous sommes un carrefour, on va dire, d'énormément de flux d'informations. Ma santé 2022 n'a pas fait que des heureux, nous sommes déjà fin 2023 chez les praticiens. Elle a écrasé une partie de nos carrières, près de 4 à 6 ans d'ancienneté. Nous sommes toujours dans l'attente d'une rectification
en espérant une prise de conscience de notre nouveau ministre. Bon. Je ne peux terminer, et je vais demander à la régie d'envoyer la photo qui leur a été transmise. Je peux terminer ces propos sans prononcer quelques mots sur notre collègue et ami Jean-Luc Castin qui nous a quittés brutalement en avril dernier. Sacré choc en effet de décrocher son téléphone et d'avoir son épouse au bout du fil qui m'a appris en effet son décès brutal. Alors, je n'aurais jamais cru imaginer, alors qu'il a pris sa retraite il y a 2 ans, lui faire hommage à l'occasion, malheureusement, en effet, de son décès. Donc, je crois que tout le monde le connaît, la photo. Et là, vous l'avez, elle illustre parfaitement le personnage. Il était reconnu unanimement pour ses qualités professionnelles, son expertise dans le domaine juridique, son investissement dans la défense de la profession et des praticiens. Ces hautes valeurs morales qui nous a fait partager. Je pense que nombreux d'entre vous dans cette salle ont eu l'occasion de faire appel à lui pour tel ou tel avis juridique ou réglementaire ou pour un conseil lors d'une situation difficile. Je lui avais demandé, en tant que jeune président, que nous puissions faire appel à lui malgré sa retraite bien méritée, ce qu'il avait accepté, et il a exécuté cette mission avec toujours autant de sérieux qu'à l'accoutumée, avec bien sûr sa pointe d'humour et son éternelle bonne humeur, me faisant presque aimer cet exercice rébarbatif qu'est le droit. Jean-Luc a lutté pour que le principe d'une PUI une et indivisible soit respecté et appliqué. Il nous a sans cesse rappelé et remis sur le droit chemin pour que l'acte de dispensation, notre acte premier, central et fondateur, soit lui aussi un et indivisible. Il a été notre piqûre réglementaire, nous remettant dans le droit chemin devant nos chimères et contradictions, sans oublier que trop de règles tuent la règle, mais que quand elle existe, nous nous devons de la respecter. L'actualité montrant malheureusement parfois l'inverse. Il nous a permis d'intégrer que le droit n'est pas là pour dire ce qu'on aimerait bien qu'il nous dise. Il nous a montré ce que doit être un praticien, un pharmacien hospitalier dans son investissement et son exemple, un homme dans la cité, un homme dans la vie. Son engagement au service des autres dans la plus grande profonde probité, assorti d'une immense compétence, nous indique et rappelle la voie que nous devons suivre. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Jean-Luc Castin et notre ami. Les annonces des hauts sommets de l'État nous indiquent qu'il faut refonder notre système hospitalier dans une logique territoriale en remettant l'éthique et le sens au cœur du projet de l'hôpital et en définissant une nouvelle attractivité pour les métiers de la santé, bref, de l'humain. Gageons que la pharmacie à usage intérieur et ses pharmaciens seront partie intégrante de ce noble dessein. Yaka, excellente 18e rencontre Convergence Santé-Hôpital à tous. Merci. Patrice, je te donne la parole. Je te remercie, Philippe. Cher président, mesdames, mes chères consoeurs, chers confrères, je suis vraiment ravi d'être ici. Alors, je vais vous parler de radiopharmacie aujourd'hui, mais surtout de pharmacie. En fait, pourquoi les radiopharmaciens, depuis juin 2023, peuvent aller s'exprimer dans les centres libéraux de médecine nucléaire et sécuriser le circuit du médicament radiopharmaceutique. C'est une révolution, que ce soit en radiopharmacie ou en médecine nucléaire. Mais c'est une révolution pour moi en pharmacie. Pourquoi? Parce que c'est de la pharmacie qui est hors sol. Les médicaments radiopharmaceutiques, ils sont de liste 1, injectables, stériles. C'est radioactif. On travaille dans des conditions qui sont les mêmes qu'au niveau des chimios. Alors pourquoi ne pas aller faire de la pharmacie hors sol en chimio dans des centres libéraux? C'est la même chose. L'historique. Il y a eu 2 décrets qui sont apparus en 2022.
Je me rappelle toujours, je ne sais pas si Antoine est dans la salle, on a tous écrit une lettre à la DGOS. J'étais vraiment content ce jour-là. Il y avait toutes les structures, tous les syndicats, toutes les signatures à la fin de cette lettre. Et pour moi, c'était fabuleux, toute cette convergence dans la même direction. Après, on a intenté un recours avec Philippe à côté, avec le CNP. Bon, ce recours, on a été débouté auprès du Conseil d'État. Alors maintenant, on doit y aller. Et moi, je suis content qu'on doive y aller. Pourquoi? Parce qu'on a 200 à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, environ de centres, services de médecine nucléaire. La moitié, c'est des centres libéraux de médecine nucléaire. L'autre moitié, c'est des établissements de santé. Et pour le patient, quand il y a un patient qui a un cancer, il ne sait pas quand il va dans un service de médecine nucléaire que dans les établissements de santé, il y a toujours un radiopharmacien pour tout sécuriser durant toutes les heures d'ouverture de ces structures. Par contre, dans les centres libéraux, il n'y avait personne. Donc maintenant, on a une porte d'entrée. Et ce que je veux dire aux radiopharmaciens, mais à tout le monde, c'est qu'il va falloir vraiment être fort. Il va falloir faire parler son diplôme et il va falloir sécuriser de manière vraiment très, très, très compétente. Pourquoi? Parce que si on ne l'est pas, ça va se répercuter sur toute la pharmacie pour moi. Alors, pour ces deux décrets, c'était quoi? C'était une réforme de l'autorisation de médecine nucléaire. Cette réforme de l'autorisation de médecine nucléaire, on part d'une réforme concernant les équipements lourds et on arrive à une réforme sur l'activité de soins. En fait, en fonction de l'activité, en fonction de l'indication du médicament radiopharmaceutique et en fonction des modes de préparation, que l'on travaille en système clos ou système ouvert, ils ont fait une gradation de l'activité. Il y a eu la mention A et la mention B. La mention A, ça concerne en fait tout ce qui est diagnostic, thérapeutique, pathologie cancéreuse, et tout ce qui est en fait préparation, reconstitution conforme au RCP est préparé en système clos. La mention B, on se retrouve avec tout ce qui est thérapie pathologie cancéreuse, il y a les marquages cellulaires, il y a les DMI implantables, donc ils ont quand même catégorisé en fonction du médicament et en fonction de la préparation, ce que je trouve aberrant. Après ces mentions, ce qu'il y a eu, c'est en fonction de la mention, il y a la présence du personnel. Alors, pour tout ce qui est mention B, obligation d'avoir une PUI. Donc, quand on a un PUI, le personnel est obligé d'être présent. Par contre, pour les mentions A, là, ça va se différencier. Si on est en établissement de santé, il y a une PUI. Donc, on est obligé d'avoir du personnel, une présence pharmaceutique. Par contre, si c'est un centre libéral de médecine nucléaire, le titulaire de l'autorisation doit s'assurer le concours d'un radiopharmacien. Alors, ce mot « concours », qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de présence, et mentionné, et dans le décret, c'est marqué qu'en fait, on doit assurer l'approvisionnement. Il y a la notion aussi de qualité, et on a aussi la notion d'habilitation et la notion de formation du personnel. Ce qu'il faut savoir, je dis à tous les radiopharmaciens, si vous êtes allés dans des centres libéraux de médecine nucléaire, il va falloir contractualiser. Le temps, vous pouvez y aller à 0,2, à 0,5, rien n'est défini. Par contre, quand vous n'êtes pas là, vous êtes responsable de tout le circuit du médicament radiopharmaceutique. Vous devez le sécuriser. Aussi, vous devez avoir une présence. Il ne peut pas du tout, en fait, avoir de... On ne peut pas tout faire ça à distance, hein. On ne peut pas faire sur des sites, proposer son expertise. Il faut vraiment le sécuriser avec un temps de présence. Secondement,
vous allez être, donc, comme vous allez être sur ces circuits du médicament radiopharmacie dans ces centres libéraux, et ça ne peut être que des radiopharmaciens. Donc il y a un autre point, ces radiopharmaciens, on a un arrêté de qualification. Donc là, c'est en cours, il va falloir modifier cet arrêté de qualification, c'est-à-dire le modifier pourquoi? Parce qu'on a eu la réforme des études du 3e cycle, et aussi le modifier pour introduire dans le décret le lieu d'exercice, le centre libéral de médecine nucléaire. Un autre point important, quand vous allez dans ces structures, il faudra respecter le code de la déontologie. Et ça, c'est très important. Il va falloir veiller à son indépendance, faire vraiment attention à son indépendance. Et ce que je veux dire, demain, il y a un atelier qui est à 10h30. Il y a un médecin nucléaire, c'est le médecin nucléaire avec lequel je travaille dans mon centre au niveau d'un ASPIC, c'est un GIE. Vous verrez au centre hospitalier Saint-Philibert. Il y a aussi un radiopharmacien qui va présenter son expérience au niveau d'un centre libéral de médecine nucléaire à Libourne. Alors, j'ai visité le service à Libourne. Ce radiopharmacien est sur 2 sites en même temps, mais il a réussi à vraiment sécuriser le circuit du médicament radiopharmaceutique. Il a mis en place un système de qualité, tout est balisé, il l'a fait en concertation de manière pluridisciplinaire. Moi, quand je suis arrivé à Lille, c'était un médecin nucléaire qui était dans une structure privée. Lui, il voulait un radiopharmacien. Il a monté un dossier pour avoir une autorisation ARS. On a travaillé de manière pluridisciplinaire. Tout était axé sur l'innovation thérapeutique, sur l'intérêt du patient. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et c'est un sacré challenge. Et je me rappelle, j'ai les cheveux blancs. Quand j'étais jeune, j'étais au CHU de Lille. Il n'y avait pas de permanence radiopharmaceutique. On était là, on était peu présents. On a tout mis en place, on s'est imposé. Et il faut que vous fassiez ça, il faut y aller à fond. Et c'est merveilleux quand même cette expérience. Et je tenais une seule chose, je n'ai pas dit tout à l'heure, je tenais à remercier, je vois qu'il y a Patrick dans la salle, l'ordre qui nous a beaucoup aidés dans les recours et pour tout. Et voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je passe la parole à Norbert Skurnik, donc président de la CMH. Bonjour tout le monde. C'est bon là? Bien. Ça fait la 18e fois que je suis avec vous. Je dois reconnaître que Troyes n'est pas la destination la plus sexy où nous ayons été. Je ne veux pas diffamer cette ville, mais je me rappelle encore Ajaccio, je me rappelle Toulon, Toulouse. Voilà, mais il faut quand même que la langue d'Oil soit un tout petit peu préservée. Et donc, je me réjouis de ce que je vois, d'autant que tenir un congrès même à Troyes, 4 jours d'affilée avec des tas d'ateliers, des tas de disciplines, il faut le faire. Donc, véritablement, merci au SNPHPU, merci à ceux qui organisent, et merci à nous qui organisons, mais un peu au-dessus du dehors. Voilà. Donc, merci à tous. Un petit mot pour les organisateurs, mais c'est fait. Un petit mot pour les organisateurs, c'est fait. Et toi aussi, cher Patrick, qui peut ainsi, en cousin, nous voir. Voilà. Je voudrais revenir en termes d'actualité de la médecine hospitalière sur ce qui est la matrice des 3 dernières années et de tous les conflits, de toute la problématique, c'est le Ségur. Le Ségur a été un moment extrêmement important pour lequel nous avons obtenu quelque chose qu'on n'avait jamais obtenu depuis 1984, c'est-à-dire depuis le nouveau statut, c'est-à-dire près de 20% d'augmentation globale des salaires. Alors, c'était pas évident, c'est pas évident quand on regarde attentivement ligne par ligne, mais globalement, le désenclavement des fins de carrière qui termine pas moins que, pour les PH en tout cas, de 10 000 € par mois, ou la prime d'exercice public, tout ça, c'est des sommes importantes. Mais il y avait des manques et aussi une petite chose perverse qui s'est passée, et ce n'est pas la faute du gouvernement, encore que Véran y ait un peu pour quelque chose. J'ai déjeuné avec Véran en 2018-19.
Il était rapporteur de l'Assemblée nationale d'un truc sur les lois, comme il s'était fait d'habitude comme apparatchik de l'Assemblée nationale. Il voulait me rencontrer. Il m'a dit « Norbert, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas les 4 premiers échelons pour favoriser l'entrée dans la carrière des plus jeunes ?» Moi, je lui ai dit « Écoute, ce n'est pas une bonne idée pour moi. Il faut augmenter les autres. » Bon, voilà, c'est un petit prémisse, là. Bon. Et puis ensuite, ça a été repris au niveau de l'administration centrale et tout et tout. Et Buzyn a fait passer la suppression des 4 premiers échelons à l'unanimité des syndicats, j'insiste, y compris d'APH, c'est-à-dire CPH et Avenir Hospitalier, qui ont signé et qui ont favorisé cette mesure. Quand je parle d'une petite perversité, j'y arrive. Ségur n'a pas supprimé les 4 premiers échelons. Le malaise des générations intermédiaires qui se retrouvent 2e échelon alors qu'ils ont 8 ans d'ancienneté provient non pas du Ségur, mais des mesures Buzyn. Je suis père de famille, j'ai une fille qui est PH, qui a 8 ans d'ancienneté, c'est justement son cas. Elle me dit, papa, comment as-tu pu accepter que Laure, une certaine Laure, qui vient d'être nommée, elle a le même salaire que moi, elle a le même échelon que moi. Comment as-tu pu accepter ça? Bon, si en famille, c'est difficile de s'expliquer. Quand on est président de syndicat, je ne dis pas dans l'ensemble de la profession. Et APH, je les nomme, c'est-à-dire le groupe constitué avant par Trévidic, maintenant par Sibien, avec Avenir Hospitalier, la masse d'anesthésistes et la CPH, se sont emparés de ça lors de la non-signature du Ségur par eux, pour accuser les signataires d'avoir été à l'origine de ce malaise des PH en génération intermédiaire. Il y a eu toute une campagne de faussaires, une campagne de mensonges, une campagne de manipulation pour assimiler les signataires à une mesure qui est la mesure Buzyn qu'ils avaient eux-mêmes signée. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Demandez à Macron d'aller en Guinée ou en Côte d'Ivoire expliquer aux gens que la France n'est pas colonialiste, mais que c'est les Russes qui le sont, vous allez voir la réaction, personne n'écoute. Eh bien nous, c'est pareil. Nous, quand on s'explique sur le fait que c'est pas nous, tout le monde a signé, personne ne comprend et personne n'accorde du crédit, vu la masse de propagande qui a été déversée l'été 2020. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est important. C'est la petite perversité induite par le gouvernement, ce n'est pas PH qui l'a fait, c'est le gouvernement qui avait cette lubie, et c'est Véran qui l'avait, de supprimer les 4 premiers échelons. Bon. Quand nous avons signé le Ségur, ceux qui n'ont pas signé ne l'ont pas fait à cause des générations intermédiaires, pas du tout. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient des mesures plus clairement pro-anesthésistes. Ils étaient prêts à plusieurs modalités. Ils s'en fichaient complètement des 4 premiers échelons. Ils nous ont fait des tas de propositions où il était question de ne pas élargir la prime d'exercice public aussi largement, de ne pas créer des échelons trop importants par la suite, mais d'améliorer les gardes astreintes. On n'est pas contre l'amélioration des gardes astreintes. Mais le problème, c'est que depuis 20-25 ans, les gardes astreintes, c'est le seul paramètre, le seul critère d'avancement et d'amélioration de carrière de l'ensemble des PH. Or, nous avons des disciplines, dont vous, dont moi, psychiatre, pas Sadek qui est anesthésiste, mais il est professeur, mais nous sommes pleins de disciplines pour lesquelles la pénibilité ne se réduit pas à la garde. Désolé, en psychiatrie, dans ma discipline, les crachats des malades, la violence, la procédure des avocats à propos des certificats, c'est ça la violence, c'est ça la pénibilité. Ce n'est pas les gardes, je suis désolé. Je peux dire pareil pour plein de disciplines, les radiologues, les pharmaciens, etc. Accorder exclusivement des avancements aux gardes astreintes ne correspond pas au périmètre, à la géographie de la médecine hospitalière et de ces disciplines. C'est pour ça qu'ils n'ont pas signé. Alors, comme on n'est pas suicidaire et comme en plus on veut le bien de tout le monde, y compris à ceux qui font les gardes, nous avons signé le Ségur, mais nous avons exigé un comité de suivi dans lequel on précisait des points qui allaient plus loin. Alors je dois vous dire que je suis vraiment bien placé pour en parler, parce que cet alinéa du Ségur a été négocié par moi notamment. J'ai encore des SMS que j'ai fait avec Djilali Hannan,
avec le directeur de cabinet de l'époque et Véran lui-même, dans lequel chaque virgule de l'alinéa concernant le comité de suivi a été négocié. Et finalement, Djilani Hannan, qui est le président du syndicat des réanimateurs, c'est-à-dire la CMH, a refusé de signer jusqu'à la dernière seconde et a exigé 2-3 virgules, 2-3 mots bien placés pour avoir la signature de la CMH, sinon il nous interdisait de signer. Donc, nous avons obtenu un comité de suivi dans lequel il était question, premièrement, de la 5e plage, deuxièmement, des universitaires. Très vite après, on a commencé des négociations avec le pouvoir politique, et comme on n'est pas sot, pas complètement demeuré, on a tout de suite demandé les histoires d'échelons et de la dynamisation de la carrière, qui a été accordée en termes de discussion, comme a été accordé certains éléments pour certaines disciplines, dont ma discipline, la psychiatrie, pour laquelle il y a encore des problèmes quotidiens de violence et pour lesquels plus personne ne veut participer. Donc nous avons eu des promesses du ministre, du précédent ministre, et puis nous avons eu aussi le papier signé, c'est important, c'est la signature de l'État, et des engagements de négociation. Donc, je dois dire qu'à la minute qu'il est, rien ne va. Rien ne va. On s'est fait complètement vapaouter. L'État n'a pas tenu sa parole. Nous n'avons rien. En ce qui concerne les universitaires, qui est une partie extrêmement minime de l'ensemble, notamment sur le plan budgétaire, il est possible qu'on obtienne un petit quelque chose. Ce n'est pas impossible. Les universitaires ne sont que 5 000 en tout et pour tout. Améliorer leur retraite, c'est sordide de ne pas le faire. Peut-être qu'on l'obtiendra. Je ne suis pas sûr, mais c'est probable qu'on risque d'obtenir. Pour le reste, c'est non et non. Le 12 mai, les négociations ont été rompues par le pouvoir pour cause clairement de manque de financement. Une campagne électorale se déclenche maintenant au niveau des médecins. Parallèlement à ça, le pouvoir macronien actuel n'a pas de sous. Quelles sont les raisons de ce refus d'aller plus loin? Est-ce que c'est qu'ils se disent, bon, il va y avoir le bordel parce qu'ils vont s'entretuer pour cause d'élection, donc ce n'est pas la peine de donner des sous? Est-ce que c'est parce que vraiment il y a un problème budgétaire? Je doute, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est développé pour d'autres. Enfin, quoi qu'il en soit, le bordel continue, le foutage de gueule continue, et pas plus tard que ce matin, j'ai reçu une convocation pour voir le ministre. Alors, de manière tout à fait exceptionnelle, je dois vous dire, je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours, SADC aussi, nous avons toujours été convoqués, vu les ministres dès leur nomination. Toujours. Véran, quant à lui, il a fait autre chose. Il a invité à un déjeuner les 3 signataires du Ségur. On a mangé de manière conviviale 8 jours après sa nomination. Nous sommes convoqués à une réunion avec le ministre le 16 octobre. Alors écoutez-moi bien, tout le monde ensemble. Ceux qui fichent le pagaille et qui sont frontalement opposés à nous parce qu'ils ne veulent que des améliorations des gardes, à savoir les anesthésistes. Un syndicat assez personnel tournant autour de son président qui s'appelle Jeunes Médecins, qui est invité aussi. Alors qu'on sait très bien qu'il est quasi impossible de travailler avec eux ou avec lui, puisqu'il a un pied dans le privé, et la seule chose qui l'intéresse, c'est d'améliorer le sort de PH qui font du libéral. Plus nous, l'INPH, CMH, SNAM, on est tous invités ensemble pour expédier cette réunion, en probablement 1 heure, par laquelle on va tout dire, et il va nous dire « bonjour chez vous ». 2 heures après, il y a une réunion avec la psychiatrie. Bon, il expédie tout en une après-midi. Donc, on se fout de nous. Et je voudrais revenir très rapidement, pour ne pas abuser de l'antenne, si j'ose dire, sur quelques points importants. D'abord, nous n'avons rien obtenu pour les PH, mais nous avons obtenu l'inverse. Et je voudrais attirer l'attention de tous les syndiqués qui sont ici sur un point un peu sensible, mais qui est très important. Il y a toujours eu des débats et de la violence dans la profession sur l'élection des chefs. Comment nomme-t-on les chefs de service? Comment nomme-t-on les chefs de pôle? Historiquement, dans les années 80, nos ennemis de classe, si j'ose dire, ceux contre qui on se battait, c'était l'INPH, dont un représentant est là aujourd'hui. Ils voulaient la place du chef, c'était les assujettis contre les vizirs et les califes, etc. Mais à l'époque, c'était essentiellement
un groupe d'anesthésistes. Comme souvent, alors je parle pour moi, pas pour toi, la CMH et l'INPH venions des mêmes lieux politiques, on était très proches. À l'époque, il y avait une certaine ambiance mitterrandiste. Souvent, on était réunis en disant « mettez-vous d'accord entre vous, mettez-vous d'accord entre vous ». C'est pas possible que... Alors, on ne se mettait jamais d'accord, puisque eux, ils voulaient lire les chefs. Nous, on voulait une liste nationale d'aptitude et nomination par le ministre. Donc, nous, on était pour la compétence, et eux étaient pour l'élection. Bon, ça fait 30 ans que l'élection des chefs est un point important qu'ont repris les anesthésistes. Quand ils ont quitté l'INPH, ils ont continué là-dessus. Ils ont même drainé la CPH sur ce mot d'ordre démagogique et ils ont entraîné aussi jeunes médecins. Ce qui fait que la position de non-nomination par le ministre, non-reconnaissance de la compétence, mais élection, est une posture qui est forte. Et dans une élection, ça compte. Et on n'est pas à l'abri d'une mesure médiocratique qui consisterait à ce qu'il y ait une élection et une nomination par le directeur. Bon. D'autant que APH a sorti un document récemment où ils ont fait un grand sondage, et dans ce sondage, 75% des collègues seraient pour l'élection des chefs, en dehors de toute autre nomination. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que, en termes de cocufiage, nous avons été vraiment cocufiés. Nous étions partis avec le gouvernement sur une dynamisation de la carrière des PH. Valence, promotions diverses et variées, échelons accélérés, nomination sur des postes universitaires, voire même nomination comme directeur d'hôpital. On refaisait le monde et c'était le poste Ségur. On a discuté de tout ça. Alors bien évidemment, moi personnellement, mais Sadek aussi, et on était tous d'accord là-dessus, on ne peut pas faire un montage de promotion massive sans évaluer les gens. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'entretien annuel des praticiens hospitaliers, mais qui n'était que l'échelon numéro 1 d'un vaste programme de promotion. Or, premièrement, pas de sous. Deuxièmement, négociation rompue. Troisièmement, on n'a obtenu rien du tout. Mais l'entretien lui est passé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un décret pour appliquer l'entretien des praticiens hospitaliers sans carotte, sans bénéfice, sans promotion. Ce qui fait que, moi je disais hier, je parlais avec un certain nombre de collègues, moi quand je note une infirmière, quand je note une secrétaire, c'est toujours la même chose. Je la note dans la perspective qu'elle ait un échelon en plus, qu'elle puisse être nommée attachée de direction, que l'infirmière puisse devenir cadre, etc. Les histoires de sanctions ou d'emploi du temps, ça passe autrement. Ça passe par des mesures disciplinaires, ça passe par un rapport. L'évaluation, parce qu'on ne me dise pas que l'entretien est un entretien. L'entretien est une évaluation, surtout quand il y a des grilles qui sont faites. Donc nous avons l'entretien sans les promotions qui nous étaient éventuellement promis puisqu'on négociait de ça. Donc ceux qui sont pour l'élection des chefs, eh bien ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? On fait un entretien annuel avec les PH et celui qui fait l'entretien, lui, il est noté, il fait un entretien avec le président de CME sans l'avis des praticiens hospitaliers. Donc nous avons mis le doigt dans un engrenage infernal, pas de notre chef, mais de la part du gouvernement qui s'est précipité et qui a donné des consignes à tous les directeurs de France d'appliquer de toute urgence l'entretien des péages. L'entretien des péages est une fumisterie. Une fumisterie parce que si on n'a pas de possibilité de promotion, ça veut dire que soit c'est bidon, soit c'est vexatoire dans la mesure où c'est pour l'emploi du temps, etc. Comme si un chef de service, il n'était pas capable, et ce n'est pas dans son boulot, de voir régulièrement ses péages. On a besoin d'un entretien. C'est une plaisanterie. Donc, ce point est une caricature de ce qu'on a obtenu. C'est-à-dire non seulement rien du tout, mais la seule chose qui intéressait les bureaucrates en gris qui nous dirigent, c'est, avec la complicité des directeurs, d'obtenir une toute petite mesure, mais une mesure négative. En ce qui concerne le reste de ce qui avait été promis, bon ben, on n'a rien, ça je l'ai déjà dit. Et pour finir, je voudrais dire quand même que nous sommes dans une année électorale. Tout ce que je viens de dire et de dénoncer
eh bien, il va falloir qu'on s'explique. Et je pense que, par exemple, sur les accusations sur le problème des 4 premiers échelons supprimés et l'accusation que les signataires auraient fait du mal aux générations intermédiaires, il faut recommencer à s'expliquer. L'élection des chefs, c'est aussi quelque chose de très important. Et maintenant, il faut se farcir. Pourquoi on a accepté l'entretien et on n'accepte pas que ceux qui sont dans l'entretien ne donnent pas un avis, eux, sur la nomination de leur chef. Ça va être facile à expliquer. Bon, mais quoi qu'il en soit, on est contre. Et évidemment, le 3e point, qui est très important, et là, je n'en reviens pas, des capacités de séduction, des capacités d'attraction étranges, mais je vais dire pourquoi. APH, c'est les anesthésistes du SNFAR, quelques groupuscules autour, et la CPH. Et dans la CPH, le gros syndicat, le syndicat qui a des sous, c'est le SPH, syndicat des psychiatres des hôpitaux. Entre le SPH et le SNFAR, nous avons les 2 colosses de l'APH. Le SPH est un syndicat de branque. Ils défendent les psychiatres, souvent loin de tout seuls, en Bretagne, etc., qui ne sont pas très au courant des faits syndicaux. Nous, on est fort, on est très fort, Paris, Lyon, Marseille, dans les grosses villes, mais là où ça parle peu, ils sont SPH. Ils sont évidemment contre le comptage horaire, ils sont contre l'élection des chefs. Mais le SPH, qui est un syndicat de branque, c'est un syndicat qui n'a jamais réussi à se faire inviter dans des piques cocktails par le PS. Ils n'ont jamais réussi à avoir un bout de table dans les réunions officieuses au ministère. Toute chose dans laquelle excellent les anesthésistes du SNFAR. Ce sont les noyauteurs numéro 1 de la République française. Les anesthésistes du SNFAR sont des génies en termes de noyautage. Ils essaient avec les macroniens, ils y arrivent un peu, mais de la gauche, alors qu'il y a des gens de droite sans problème chez eux, hein, et surtout du pouvoir. Et le SPH, comme les syndicats assujettis de la CPH, ils s'assoient sur leur doctrine, ils s'assoient sur tout ce qu'ils pensent, tout ça pour avoir un bout de table au ministère, tout ça pour être invité. Là, j'ai appris de manière tout à fait officieuse, par exemple, qu'un ancien président de la République, socialiste, ben, il invitait comme ça, dans la veine de ce que je viens de dire, pour des discussions. Voilà. Alors que le SPH ou les urgentistes de chez Sibien et tout sont super heureux de faire partie de cette locomotive, comme si la vanité avait remplacé l'intelligence. Et là, en l'occurrence, la force d'APH, mais c'est aussi leur faiblesse par rapport à nous, c'est qu'ils défendent des positions anesthésistes. Or, la base du SPH, la base du syndicat des biologistes de la CPH, beaucoup de gens d'APH ne sont pas sur cette ligne. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de mordre et d'essayer de les mettre face à leurs contradictions, parce qu'allez m'expliquer comment un psychiatre public temps plein, et pour le comptage horaire, vraiment, mais APH l'est par contre. Donc je voudrais bien qu'on m'explique, et quand j'aurai compris, peut-être que je devrais être intelligent, ou j'aurais démontré que la personne qui me parle est fou. Voilà, c'est tout, je vais laisser la parole à Sadek. Merci, merci Norbert. Juste, voilà, on peut applaudir. Merci de ce discours très, très militant. Donc vous avez compris que cette année, en 2024, pardon, il va y avoir des élections professionnelles. Donc il va falloir voter. Et vous avez tout de suite compris pour qui il fallait voter. Moi, je retiens quand même quelques mots-clés. Attaque contre la spécialisation, mesures médiocratiques, cocufier, branque, noyautage. Donc j'espère, Sadek, que tu vas nous ouvrir un horizon un petit peu plus clair. Merci beaucoup. Tu as la parole, Sadek, donc président du SNAM-HP. Et vous comprenez pourquoi j'aime Norbert, parce qu'il a des formules et des paroles et des fulgurances. Là, on a dit comme si la vanité avait remplacé l'intelligence. Voilà. À partir de là, on ne peut être que d'accord.
Et pourtant, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec Norbert. Vous savez, c'est un peu le truc, toute proportion gardée. La discussion que Salvador Dali avait par rapport à Picasso. Il a dit, Dali disait, vous savez, celui qui était fou du chocolat à l'envin, là, il disait Picasso espagnol, moi aussi. Picasso peintre, moi aussi. Picasso grand génie, moi aussi. Picasso communiste, moi non plus. Et donc on est un peu comme ça. Et c'est vrai qu'on est dans une sorte de moment particulier, en creux. On voit bien que le monde bouge comme jamais. On comprend que la guerre en Ukraine, ça va nous impacter. La crise immobilière en Chine, les élections américaines à venir, la crise des putschs successifs en Afrique, qui bousculent complètement la submersion des instances européennes par rapport à Lampedusa, font que ça va nous toucher de manière absolument directe et bien plus fortement que le battement d'aile du papillon en Amazonie, quoi. Et en creux, plus près de nous, le monde de la santé est particulier. On est en post-François Braun, qui a été extrêmement décevant, il faut le dire. On est au début du second quinquennat, et puis on est avant ces fameuses élections professionnelles syndicales à venir, où finalement on comprend bien que ce creux doit être modifié, substitué, remplacé pour faire face à une lutte contre nos avancées. Alors, Philippe et Norbert les ont résumés. Il y a des améliorations salariales du Ségur qui ont été faites, certes, mais qui doivent être amplifiées maintenant. Il y a le deuxième élément qui est la partie sur la gouvernance et la médicalisation de la gouvernance. Le professeur Husson, dans sa conférence de prestige, qui était vraiment remarquable, je trouve qu'il nous a bien, Philippe a raison quand il dit qu'il nous a bousculés, hein, il nous a réveillés en cette partie. Il a insisté sur le fait que les travers de l'administration, avec un hôpital qui est suradministré et qui est sous-géré. Et ça, ça nous parle, parce qu'on voit bien, c'est illustré, comme Norbert vient de le dire, sur l'entretien sur l'entretien annuel des praticiens. Tous les managers savent que l'entretien annuel, en termes de ressources humaines, en termes de qualité, de dialogue social, d'avancée, d'innovation, ça n'a jamais. L'entretien annuel n'a jamais fait la preuve de son efficacité ou de son utilité dans quelconque corps de métier que ce soit. Alors c'est quand même fabuleux de voir les directeurs qui maintenant s'auto-appellent managers, demain ils seront entrepreneurs, de découvrir un truc qui est abandonné depuis 10 ans dans tous les autres corps de métier. Nous, ce qu'on veut, c'est une gouvernance qui soit médicale. On veut une médicalisation de la gouvernance et on se battra jusqu'à la mort pour que la CME reste la CME et qu'elle ne se transforme pas en une sorte de sous-CHSCT comme nos opposants veulent. On veut avoir des points d'attractivité non salariale, en plus de l'argent. On veut une simplification du DPC. On veut pouvoir suivre notre plan de formation continue tel que nous le décidons nous-mêmes. C'est nous qui savons que la moitié des connaissances médicales, pharmaceutiques, soignantes, la moitié des connaissances des métiers du soin se périment tous les 7 ans. Et c'est nous qui savons à quel point on a besoin de telle ou telle chose. On veut des actions de formation professionnelle qui soient libres, avec un portfolio national qui sera alimenté par le médecin aussi lui-même. Mais on ne veut pas une usine à gaz. On veut un système de points simplifié. Si jamais j'ai assisté au congrès international de ma discipline, ou si j'ai assisté au congrès national de ma discipline, eh ben, j'ai l'ensemble des points. Ça y est. Si j'ai pas assisté au congrès national, eh ben, je peux avoir 2 ou 3 instances ou modes qui se font pour pouvoir pallier ça. Et avec un lien direct avec la certification, mais on veut un système qui soit simple.
Le professeur Husson, dans sa conférence de prestige, a recité la crise Covid. Et la crise Covid, c'est vrai qu'elle a eu 4 actes. D'abord, on était tous des héros, et donc c'était très bien. Et puis voilà, et on a réinventé nos soins sans les fameux directeurs. Et puis ensuite, on a eu une phase mi-figue, mi-raisin, où on était moitié Covid, moitié non-Covid. Et là, avec un challenge organisationnel terrible, parce qu'il fallait continuer de prendre en charge les patients Covid, tout en rattrapant le retard des patients qui avaient un cancer du sein, du côlon et autres, qui n'avaient pas pu être pris en charge en temps, et chez qui on s'était dit que c'était éthiquement et humainement pas possible de les retarder à ce point-là. Donc on était d'abord des héros, puis après on était des moitié Covid, moitié non-Covid, et puis après ça a conduit à une forme de burn-out revendiqué, avec un truc assez particulier, parce que si je ne suis pas en burn-out, ça veut dire que j'ai pas travaillé, et que donc j'étais un incompétent. Donc ça a mis dans l'hôpital une forme de pénibilité toute particulière qui était liée à un pessimisme terrible. Et puis quatrièmement, on a dépassé ça, et puis on a le retour à la normale. Bon, retour à la normale, dans les deux cas, c'est en 2 mots, hein, sauf qu'on ne sait pas si c'est L' ou si c'est la normale. Et pour les uns ou pour les directeurs, on a eu un furieux retour du refoulé. Donc finalement, nous, ce qu'on demande et ce qu'on veut, finalement, c'est 3 choses. 1, on veut une remédicalisation des 3 niveaux de gouvernance de l'hôpital. Il y a la CME et le conseil stratégique. Et on est absolument contre les CHSCT et on veut garder cette partie-là. On est contre les CHSCT parce qu'il faut garder le respect des équilibres entre les grandes spécialités, entre les grandes disciplines. Le professeur Husson, il a dit il faut faire entrer la diversité managériale dans les hôpitaux. Elle est déjà rentrée. Nous, c'est qu'on veut respecter cette diversité managériale et cette diversité de métiers dans les 3 niveaux hiérarchiques, les CME et les comités stratégiques, l'hôpital et les pôles, et puis enfin les services. Ça veut dire que reconnaître les missions de chacun et puis reconnaître l'importance de la transversalité. Le deuxième élément, c'est l'hôpital qui est suradministré et sous-géré. Il faut revaloriser les carrières avec des salaires qui ont été améliorés mais qui sont très en deçà de ce qui se fait par rapport au privé. Et je ne reviens pas sur les 2 alinéas du suivi du Ségur qui sont absolument essentiels et qui sont des pierres de touche. Et puis le 3e point, c'est après la recompréhension des niveaux de gouvernance, au fait que l'hôpital est suradministré et sous-géré, le 3e, c'est reconnaître l'utilité des fonctions transversales. Et la liberté, ça n'est pas le pouvoir de faire ce qui nous plaît. La liberté, c'est la possibilité et la capacité de faire ce qu'il faut. La liberté, c'est la capacité de faire ce qu'il faut. L'attaque actuelle que vous avez bien démontrée sur les pharmacies et sur la PUI est absolument inacceptable. Et je reprends complètement le mot de Philippe, ça n'est pas la PUI qui est à risque, mais c'est l'ARS qui est à risque, à moins que l'ARS soit à risque plutôt qu'à risque. En tout cas, Philippe, bravo, et on te rejoint complètement sur ce point-là. Je voudrais juste conclure sur le fait que la médecine, le soin, c'est trop souvent vu comme un travail, comme un métier essentiellement technique. Et on oublie, et nous, praticiens, nous sommes des experts, mais on oublie que sur l'état fonctionnel du patient, sur ses valeurs, sur ses peurs, sur les interactions humaines, sur les transversalités, sur les transversalités, c'est absolument essentiel pour le médecin, bien sûr, mais pour le médecin, pour le soigner bien sûr, mais aussi pour le praticien, pour les institutions. Et c'est là que je rentre la dimension de dialogue syndical. Et cette dimension de dialogue syndical, on va lutter contre 2 dangers qui sont énormes. Le premier, c'est un tribalisme
un tribalisme avec chacun qui se recroqueville sur son quant à soi dans son silo. Et le deuxième, c'est sur les dérives de cette bureaucratie. Philippe a encore une fois insisté sur la notion de coopération, et il a 1000 fois raison. Et c'est en ça que la campagne électorale à venir va être extrêmement dure, parce qu'on va être vraiment dans ceux qui sont dans de la coopération, dans de la transversalité, et ceux qui sont solidaires. Et nous devons absolument être solidaires pour ne pas rester solitaires. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sadek, de ces mots. Ça éclaircit un petit peu nos propos et nos horizons. Bien, et ben, on a même récupéré un peu d'avance. Donc, ce que je vous propose surtout, soit vous ne partez pas, mais surtout revenez très rapidement pour à midi, donc pour le symposium Moderna. Voilà. Et donc, à tout de suite pour le symposium Moderna. Et merci beaucoup de votre présence. C'est génial.